Donc désormais 40 départements en France qui ont été placés en alerte orange. On va faire le point avec Nathalie Riouet dans un instant. De la neige attendue notamment en Ile-de-France. Mais d'abord, la région Rhône-Alpes qui est actuellement concernée par cette vigilance. Et notamment dans le secteur de Roanne. On retrouve Denis Sébastien sur place. Denis, quelle est la situation à la mi-journée ? Le reste de l'actualité maintenant avec cet hiver long et rigoureux. Les dépressions se succèdent et depuis hier, de nombreuses régions sont à nouveau soumises au dôme où il neige depuis quelques heures avec à la clé des difficultés de circulation. Mais on commence avec les intempéries qui n'en finissent plus. Il a fait jusqu'à moins 20 degrés dans l'Est ce matin. Et après la neige en début de semaine, ce sont les pluies verglaçantes qui se sont abattues aujourd'hui dans le nord du pays, en Picardie. Conséquence immédiate des difficultés de circulation. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors avant de commencer cette émission, j'aimerais la dédier à tous les gens en difficulté. J'aimerais la dédier à tous les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je voudrais la dédier à cette personne à Nantes qui s'est immolée devant son pôle emploi. Comme par exemple le petit boucher de Montpatelin qui n'est pas parti en vacances cet été pour faire des travaux dans sa boucherie parce qu'on lui impose des nouvelles normes complètement débiles. J'espère que les gens vont se réveiller cette année. J'espère qu'ils vont éteindre leur poste de télé, j'espère qu'ils vont se brancher sur Internet, qu'ils vont suivre les vraies infos, qu'ils vont ouvrir les yeux sur le système qui nous entoure et qui nous oppresse. Voilà. Allez, on va passer au sommaire. Donc on va parler d'infos internationales, on va parler d'économie et on va parler de malbouffe. Alors attachez vos ceintures et c'est parti. On commence donc les infos internationales avec un article du journal anglais The Telegraph qui cite une ancienne ambassadrice US au Mali et qui a dit, je cite, « La France a payé une rançon de 17 millions de dollars en 2010 à AQMI pour la libération de l'argent des Français, mais aurait gardé les otages et aurait enlevé 3 Français de plus. » Donc la France, malheureusement, a participé indirectement au développement d'AQMI et s'est fait escroquer. On continue avec le Royaume-Uni. Et Londres qui s'apprête à exiger de l'UE une transformation radicale en une alliance coopérative d'États souverains, libres, et non pas une union pseudo-fédérative où règne la bureaucratie de Bruxelles sous l'égide de Berlin, selon Cameron. Cameron a souligné qu'il était un fervent partisan de l'idée européenne, qu'il ne voulait pas la torpiller, mais qu'il dit que derrière lui, son peuple est très mécontent et que l'UKIP pousse très très fortement. On continue avec le Royaume-Uni qui est perclus de dettes et qui a dépensé 170 millions d'euros pour développer un nouveau drone de nouvelle génération qui s'appelle le Taranis. Ce drone nouvelle génération va plus vite que la vitesse du son. Il est indétectable des radars, capable de voler sur des grandes distances et fonctionne sans aucune intervention humaine. Regardez. With its sleek shape and futuristic design, you could be forgiven for thinking this aircraft's a product of science fiction by the Ministry of Defence. Named Taranis after the Celtic god of thunder, it cost £142.5 million to make, and experts say it's just as advanced as anything being made in the US. It's equipped with the latest stealth technology, which means it's pretty much invisible to ground radar, and therefore able to travel vast distances at jet speeds without being detected. The Taranis has been designed predominantly for surveillance and reconnaissance operations using onboard sensors, but it can also carry bombs and missiles. But perhaps most significantly, the Taranis is completely unmanned. At the moment, of course, it's only at the prototype stage. Test flights are due to begin next year. The model was created by the MOD alongside engineering firms including BAE Systems. If all goes to plan, it could replace the Tornado as the UK military's leading jet aircraft. On continue avec l'Union européenne qui compte dépenser 3 millions d'euros afin d'embaucher des trolls pour contrôler les eurosceptiques sur les réseaux sociaux et Internet en général, avec comme point de mire l'élection européenne de 2014. Alors faut pas oublier quand même que les 3 millions d'euros, ce sont les citoyens européens qui vont les débourser quand même. Donc ils vont utiliser notre argent pour venir faire du lobbying contre nous.
contre les eurosceptiques en tout cas. Donc je vous laisse voir l'interview de Nigel Farage sur le sujet. Il est vraiment très virulent. Regardez. I am so confused by this story. I mean, it frankly sounds a bit like a joke. Some EU officials will be turned into secret agents with a trolling mission on the internet. As a member of the European Parliament, tell us, how realistic is this? Well, I mean, it's serious. I mean, the Bureau of the Parliament, which is the organisation of the European Parliament, which decides how resources are spent, you know, they've decided that they're going to train in-house staff in the run-up to the European elections of 2014 to train those people to go online, to look at Facebook, Twitter, other social media sites, and to correct, that's their word, not mine, to correct any misapprehensions that may exist about the European Union. And I have to say, the fact that it's a parliament that is doing this, that is using taxpayers' money to do this, says a lot about the EU institutions. You know, the whole point about parliaments is that the person that sits in the chair of the parliament, he's the speaker in Westminster, he's the chairman in other parliaments around the world, but he and all the rest of the staff are the fact that the EU Parliament has decided it's going to spend money, time and resources in doing this shows you that, frankly, they're no better than a banana republic. Now, this is the sort of thing Mugabe would do or someone like that. So I think many people outside will be shocked by it. Having worked there myself for 13 years, I'm not surprised at all. They are really, really scared. They're scared that from north to south to east to west, all over the European Union, citizens are saying, we've never voted for this thing to become a United States of Europe. We've never asked to have the majority of our laws made somewhere else, and we want to do something about it. So they're scared and they're fighting. Toujours avec l'Union européenne, et on nous dit tout le temps que l'Europe c'est la paix. Mais voilà deux exemples qui montrent que ce n'est pas découvert récemment en Méditerranée. La Grèce, la Chypre, la Turquie et le Liban, autant de pays qui revendiquent les puits de pétrole découverts en Méditerranée. La Turquie exige de Chypre qu'elle suspende l'exploitation de ses ressources gazières ou donne aux Chypriotes turcs la possibilité d'y participer. Elle met en garde exclusive et parle de territoires litigieux. Et la Grèce pourrait entrer en conflit aussi avec l'Albanie pour les gisements de la mer Ionienne. Les États-Unis et l'Union européenne, eux, cherchent pour leur part à empêcher le renforcement de l'influence de la Russie dans la région. Donc tout ceci est à suivre de très près. On sent bien que les hyènes sont là pour bondir sur le pétrole ou sur le gaz dès qu'il y a un gisement. On continue avec le deuxième exemple qui nous montre que l'Europe, c'est pas vraiment la paix, puisque la police anti-émeute a mis un terme à la grève générale entamée le 31 janvier par des marins grecs. Donc on leur a intimé l'ordre de se remettre au travail par la force. Encore une fois, le gouvernement d'Athènes a choisi une méthode dure pour en finir avec un mouvement social sans rien accorder aux grévistes. Poumon de l'économie nationale, la marine grecque traverse sa pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. On continue avec les Européens qui veulent diversifier leur approvisionnement en gaz et ne plus dépendre exclusivement de la Russie. Et ils ont donc signé à Athènes un accord intergouvernemental sur la construction d'un gazoduc transadriatique par lequel le gaz azerbaïdjanais peut être acheminé en Europe. On va maintenant parler un petit peu de l'OTAN et des États-Unis. Alors d'abord, on applaudit bien fort l'OTAN, s'il vous plaît, puisqu'ils ont effectué un raid aérien sur l'Afghanistan qui a fait 10 morts parmi les civils, le 13 février dernier. Alors là, un grand bravo. Et ça tombe vraiment très mal pour l'OTAN en fait, car cette organisation a rejeté le 8 février un rapport des Nations Unies accusant les militaires US d'avoir tué des centaines d'enfants en Afghanistan ces 4 dernières années. Pour l'OTAN, ce rapport est sans fondement. L'ONU demande de prendre des mesures pour éviter les morts et les blessés civils, ce à quoi l'OTAN a répondu que le nombre de civils blessés en 2012 a baissé de 42%. Alors là, ça tombe vraiment mal pour eux, cette bavure. On continue puisqu'on apprend que la réunion Bilderberg 2013 se déroulera du 22 au 24 juin à Chantilly, en Virginie, aux USA, pour la seconde année consécutive. La semaine dernière, je vous parlais de la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord qui a procédé à son 3e essai nucléaire le 12 février dernier. Alors l'ONU et toute la communauté internationale a condamné cet essai. Et la conséquence immédiate, c'est que la Corée du Sud a déployé des missiles de croisière à la frontière. Ça chauffe dans la péninsule. On continue avec Gaza et l'Égypte, puisque les officiels égyptiens inondent des tunnels reliant la bande de Gaza à l'Égypte. On estime que 30% des biens indispensables y auraient, mais en fait, il s'avère que c'est tout le contraire qui se passe. Alors là, on voit bien que Morsi est vraiment elle avait balayé le rapport d'un revers de main.
Eh bien, on apprend que le nombre d'habitants juifs dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a augmenté de 4,7% en 2012, selon les statistiques obtenues par l'AFP auprès des organisations de colons. Toujours Israël, on parle de la censure israélienne qui avait interdit de relayer des informations sur l'affaire Benziguer. Alors Benziguer, c'est un Australien qui a été recruté par le Mossad et les services de renseignement israéliens et qui a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Ayalon, près de Ramleh, au sud de Tel Aviv, en décembre 2010. Donc ce silence imposé a été brisé par 3 députés d'opposition qui, profitant de leur immunité parlementaire, ont finalement été autorisés à faire état des informations. Alors je cite, « Les médias peuvent désormais utiliser ce qui a été publié à l'étranger, mais l'interdiction totale concernant les raisons de la détention reste en vigueur. » C'est ce qu'a affirmé un responsable du service de la censure. Quand on dit que les médias israéliens sont complètement libres, laissez-moi rigoler. On va passer à l'économie et on va parler du discours de Barack Obama sur l'état de l'Union. Alors le président a appelé de ses vœux un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. On peut dire que là, c'est le top départ pour les médias de masse pour commencer à bourrer le crâne des gens. Alors bien sûr, tous ceux qui suivent l'actualité de près, tous ceux qui suivent les travaux de Pierre Hillard par exemple, savent que cet accord transatlantique est dans les tuyaux depuis 20 ans pratiquement, depuis les années 1990. Mais bon, par contre, pour BFM, pour eux, c'est une surprise. Regardez. Il y a d'un côté les États-Unis, il y a de l'autre l'Union européenne, il y a Barack Obama qui a souvent des bonnes idées. Et il a proposé hier, à la surprise générale, on va quand même le dire, la création d'une zone de libre-échange entre les deux continents. Emmanuel, pourquoi une telle entente? Et puis surtout, est-ce que ce serait une bonne idée? C'est sans commentaire, n'est-ce pas? Allez, on continue avec Jacques Sapir, toujours très réaliste sur la situation économique et qui nous livre une analyse sans concession sur la situation de la Grèce. Pour lui, ce pays sera en défaut de paiement avant juin cette année. Extrait. Oui, tout à fait. Et on sait d'ailleurs que le problème est disproportionné à la taille de chiffre. Le PIB chypriote doit représenter à peu près 0,2% du PIB de la zone euro. Mais vu l'importance des banques chypriotes, leur lien aussi avec les banques grecques, les banques allemandes, et vu surtout l'importance que peuvent représenter ces banques dans les relations avec la Russie, il va falloir effectivement que l'on agisse et que l'on agisse vite. Ceci dit, ce n'est pas le seul rappel à la réalité que les dirigeants européens ont eu. Il y a évidemment l'évolution de la situation politique en Italie, l'évolution de la situation politique en Espagne, et l'on voit par ailleurs revenir le problème de la Grèce, car il est aujourd'hui à peu de choses près évident que d'ici le mois de juin, la Grèce sera en état de cessation de paiement. En cessation de paiement? Ah oui, absolument. On voit déjà les impôts grecs, les impôts liés à la TVA, sont en chute d'environ 15%. Mais ce que l'on voit apparaître depuis désormais quelques semaines, c'est une chute extrêmement forte de la collecte des impôts sur les ménages. Grosso modo, les ménages grecs n'ont plus d'argent et ne peuvent plus payer leurs impôts. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un déficit de recettes de l'ordre de 25 à 30% sur l'impôt sur le revenu, mais aussi sur les différentes taxes que doivent payer les ménages grecs. Et donc, grosso modo, il va y avoir une contraction des recettes de l'État grec, probablement de l'ordre de 25% dans le premier semestre. Et concrètement, la Grèce ne sera plus capable de faire face à ces... On continue avec les services de renseignement de la police française qui ont reçu récemment comme instruction de suivre au plus long des mouvements sociaux selon une note de service. En fait, l'Élysée craint tout simplement l'explosion sociale. On continue avec une analyse de l'économie américaine par Mireille Zaki, toujours très intéressant. Alors selon elle, malgré un déni généralisé, sauf de Goldman Sachs comme par hasard, qui a déjà vendu toutes ses positions, la bulle obligataire est en train de gonfler aux États-Unis. Les acteurs n'ont retenu aucune leçon de 2008 et ils sont toujours aveuglés par l'argent. Goldman Sachs a déjà vendu toutes ses positions. Voilà un signal important qui devrait les alerter, n'est-ce pas? Pas du tout. Donc on s'achemine vers une nouvelle crise de ce côté-là aussi. On continue avec les États-Unis pour les Américains le samedi matin. À partir du mois d'août 2013, l'US Postal Service, le service fédéral de distribution du courrier aux États-Unis, distribuera désormais le courrier du lundi au vendredi afin de directeur de l'agence. On va parler un petit peu des monnaies et on va commencer avec le Venezuela puisque le Venezuela a dévalué sa monnaie nationale, le bolivar, de 46,51%.
C'est ce qu'a annoncé le ministre vénézuélien de la Planification et des Finances, Jorge Giordani. Le taux d'échange fixe du bolivar passera de 4,3 à 6,3 bolivars pour un dollar américain à partir du 13 février. Alors, malheureusement pour les Vénézuéliens, ça veut dire qu'ils vont perdre pas mal de pouvoir d'achat et pas mal de sous. Pour les exportations vénézuéliennes, ça a du bon. En tout cas, on constate que beaucoup de pays veulent dévaluer leur monnaie. Les États-Unis, qui veulent dévaluer leur monnaie. Donc on se demande comment nous, la zone euro, pourra continuer à produire et à vendre des produits avec une monnaie aussi forte. On est complètement prisonnier de ce système, je le répète. Au Japon maintenant, où on a constaté une explosion de la dette japonaise qui atteint le niveau record d'1 million de milliards de yens, soit 10 900 milliards de dollars à la fin de l'exercice comptable, soit le 31 mars 2013. Alors, je ne suis pas sûr que le QE9 japonais va améliorer la situation. Un petit tour au Qatar, où décidément, le mondial de football semble être une somme de corruption, d'esclavagisme et de malversation. Après des révélations sur la corruption du Qatar pour s'offrir sa Coupe du Monde, le Qatar est maintenant accusé d'esclavagisme ouvrier selon la Confédération syndicale internationale. Et on en termine avec les infos économiques avec Total. Total, une entreprise, on va dire française, même si c'est une multinationale apatride. Total qui a de nouveau enregistré d'énormes bénéfices en 2012. Alors, le recul de la production d'hydrocarbures du géant pétrolier français ayant été contrebalancé par les prix très élevés du pétrole brut et un rebond temporaire des marges de raffinage en Europe. Le groupe a dégagé sur l'année un bénéfice en baisse de 13% à 10,7 milliards d'euros. Les pauvres, ils ont juste eu 10,7 milliards d'euros. Son bénéfice net ajusté a au contraire grimpé de 8% à 12,4 milliards d'euros. Ces résultats sont conformes aux prévisions des analystes financiers qui tablaient sur un bénéfice ajusté de 12,4 milliards d'euros. Alors quand on sait que Total ne paye que 1 milliard d'euros d'impôts en France, ça fait un petit peu mal. La crise ne bénéficiait pas à Total puisque selon lui, plus les prix augmentaient, moins les gens consomment, donc moins Total gagne de l'argent. En fait, il s'avère que c'est complètement faux, c'est le contraire quoi, apparemment. Plus les prix sont chers, de toute façon les gens faut qu'ils aillent à la pompe et faut qu'ils roulent avec leur voiture, etc. Donc même si les prix sont chers, la consommation reste très haute. Donc Total se fait un maximum d'argent sur notre dos. On passe maintenant au chapitre malbouffe et on va reparler de cette viande de cheval dans les plats cuisinés. Alors moi je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines dans une de mes vidéos. Mais bon, les merdias, eux, ils ont mis longtemps avant de réagir. Mais maintenant c'est en train de monter en mayonnaise et ça fait un scandale bien sûr. Alors qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que les tests et les vérifications des produits ne sont pas fiables et que la libre circulation des biens et des personnes en Europe n'est pas forcément un avantage. Alors on parle de ce cas-là parce que là par hasard quelqu'un s'est aperçu de la supercherie, mais combien de cas sont passés à travers les mailles du filet? Je pose la question. Alors je le redis une fois de plus, je l'ai déjà dit 2 fois ou 3 fois il me semble, n'oubliez pas que l'Union européenne a autorisé de nouveau l'importation de viande en provenance d'Amérique du Nord après des années d'interdiction, à condition que cette viande soit de qualité supérieure, donc sans hormones, sans antibiotiques. Alors je pose donc la question, qui va vérifier et qui vérifie ces viandes importées des USA et du Canada? On continue, toujours avec la malbouffe et toujours l'Union européenne, puisque nous venons de réautoriser les farines animales à base de porc pour nourrir les poissons. Ceci rentrera en vigueur dès le 1er juin prochain. Alors, je rappelle, ces farines avaient été interdites à cause des cas de vaches folles. Et encore plus fort, ces farines seront de nouveau autorisées dès 2014 pour nourrir les porcs et les volailles. Décidément, on n'a retenu aucune leçon et Nigel Farage a bien raison quand il dit qu'il n'y a aucune règle pour l'Union européenne. C'est vraiment le foutoir complet. Une toute dernière info pour terminer cette vidéo, elle concerne Internet et les réseaux sociaux, puisque un de mes contacts m'avait conseillé de m'inscrire sur un autre réseau social en parallèle de Facebook. Le réseau social s'appelle The Change Book, de manière à prévenir toute censure. J'ai donc créé mon compte sur ce réseau social, j'ai commencé à poster en parallèle à Facebook toutes mes informations, et là j'ai reçu par la modération un message. Alors je vais vous le lire, vous le voyez à l'écran. Bonsoir. Il y a sur votre profil une publication sur Pierre Hilard. Ce personnage proche d'Alain Soral a des opinions conspirationnistes et fascistes. Il est donc clairement hors charte. Nous constatons également des liens menant sur votre site, dans lequel apparaissent des vidéos de Pierre Hilard, d'Étienne Chouard, de Pierre Jovanovic et de François Asselineau. Tous ces personnages vont à l'encontre de la charte de The Change Book que vous avez dû lire au moment de votre inscription.
Vu votre absence de réponse, blablabla, votre vidéo a été retirée, blablabla, nous vous demandons de faire attention à ne pas publier de liens pouvant mener aux personnages cités plus haut. Je pense que ça va faire plaisir à Pierre Hillard, ça va faire plaisir à Étienne Chouard, à Pierre Jovanovic, à François Asselineau et à Alain Soral de savoir que The Change Book les considère comme des personnes conspirationnistes et fascistes. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je voudrais remercier tous les gens qui m'envoient des informations, en particulier Julien M, qui m'en a donné un maximum cette semaine. Je voudrais remercier du fond du cœur tous les gens qui m'ont fait des dons. Sachez que votre argent est mis de côté. Sachez que si ma stratégie ne fonctionne pas, je vous rembourserai. J'ai mis en place sur mon site internet une page où j'ai recensé tous les gens qui m'ont donné. Donc voilà, vous pouvez la consulter. Alors vous pouvez suivre, vous savez que tous les liens de cette vidéo sont vérifiables sur mon site internet. Alors allez-y, c'est aussi sur mon Facebook et vous pouvez aussi me suivre par Twitter. Il n'y a pas de newsletter, je sais il y a un maximum de gens qui m'ont demandé des newsletters. Bon, il n'y a pas de newsletter encore, mais vous pouvez quand même me suivre assez facilement. Voilà, restez très bien informés. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.